Hi, welcome to London. Goeiedag. Buenos días desde Madrid. Ciao da Roma. Kalimera. Servus. C'est parti pour un tour d'Europe avec les correspondants d'Arte Journal. Pour commencer, allons voir du côté des Pays-Bas, où les agriculteurs ont érigé des barrages sur les routes. Ils protestent contre le durcissement de certaines mesures environnementales. Au Royaume-Uni aussi, les esprits s'échauffent. Les personnels du réseau de bus et du rail ont paralysé le trafic. Cela fait des années que le pays n'avait pas connu une grève de cette ampleur. Nous sommes dans la gare de Euston à Londres et aujourd'hui elle est incroyablement déserte pour un jour de semaine car les cheminots anglais sont en grève. 8 trains sur 10 sont à l'arrêt et 40 000 personnels du rail ont décidé de bloquer les dépôts et les gares. Et ce pour 6 jours, du jamais vu depuis 30 ans. Les employés protestent contre la suppression de 2500 postes, mais surtout ils réclament une augmentation des salaires qui puisse faire face à l'inflation qui approche désormais les 10%. Il faut dire que les Anglais sont littéralement étranglés par la flambée des prix. Dans les supermarchés, on en est même à mettre des antivols sur la lessive. Dans la population, on semble pour le moment soutenir les grévistes, mais cela pourrait vite changer, car d'autres secteurs comme les chauffeurs de bus, les enseignants, le personnel soignant ont menacé de se mettre en grève très rapidement. Devant cette grogne sociale inédite, le gouvernement fait la sourde oreille. Il a même annoncé vouloir autoriser le recours aux intérimaires pour remplacer les grévistes. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le cauchemar réveillé du gouvernement néerlandais. Ces agriculteurs sont venus de tous les Pays-Bas pour se rassembler ici à Stroe, un village du centre du pays. Ils protestent contre le projet des autorités de réduire drastiquement le cheptel néerlandais. Dans de nombreuses régions, le gouvernement veut une réduction de 70% des émissions d'azote, et ça, dit-il, pour protéger les zones naturelles. Mais aussi et surtout parce qu'en 2019, un tribunal avait condamné l'État néerlandais à respecter ses engagements passés en termes de lutte contre les gaz à effet de serre. À l'époque, la décision avait provoqué de nombreuses manifestations d'agriculteurs, mais le mouvement s'était un temps essoufflé en raison de la pandémie de Covid-19. Sur ce panneau, on peut lire « Nous n'avons pas d'avenir sans les agriculteurs ». Les fermiers néerlandais se disent incompris et maltraités par une élite déconnectée de leur réalité. Ils sont déterminés à faire reculer le gouvernement. Température record, sécheresse, lacs et rivières à sec, la vague de chaleur déferle sur l'Europe. En Italie, certaines communes sont contraintes de rationner l'approvisionnement en eau potable, tandis qu'en Espagne, la situation est particulièrement dramatique. Dans tout le pays, des incendies ravagent les forêts. C'est la grande angoisse des Espagnols. L'été vient à peine de commencer et déjà le pays est en proie aux incendies. La Castille vient de connaître le plus grave de son histoire. 25 000 hectares de forêt sont partis en fumée. C'est l'équivalent de 35 000 terrains de football. En Catalogne, les pompiers doivent régulièrement éteindre plusieurs incendies en simultané. Et l'Andalousie vient de déloger 3 000 personnes. Et puis même ici, regardez autour de moi à Madrid, nous ne sommes pas épargnés puisque le parc de la Casa de Campo, dans la capitale espagnole, est régulièrement lui aussi en proie aux flammes. En fait, les Espagnols sont victimes d'un terrible cocktail. Vagues de chaleur, vent et surtout la sécheresse qui dure depuis des mois. Et cela n'a malheureusement plus rien d'exceptionnel puisque tout le monde perçoit ici au quotidien les effets du réchauffement climatique. L'été dure en moyenne 5 semaines de plus que dans les années 80 et la température a augmenté d'1,7 degré. Alors ici, tout le monde retient son souffle parce que de nouvelles vagues de chaleur sont prévues dans les prochaines semaines. Le Pau, au nord du pays, est à son niveau le plus bas depuis 70 ans. Et comme vous pouvez le constater, le Tibre ne va guère mieux. Depuis janvier, ici sont tombés 127 mm de pluie contre les 357 en moyenne des 15 dernières années. Si Piémont et Lombardie ont rationné l'eau, la capitale commence à y penser. Mais le problème, à Rome comme dans le reste d'Italie, c'est le gaspillage. La capitale est alimentée par plusieurs sources d'eau. Des célèbres aqueducs de la Rome antique, un seul est encore en fonction plus de 2000 ans après sa construction, l'Aqua Virgo. Modernité ne veut pas dire efficacité. Plus de 40% de l'eau destinée à la ville se perd en cours de route à cause des fuites du réseau. Les réparations ne suivent pas.
En revanche, on parle de fermer les 2500 fontaines typiques romaines, les Nasoni et les Gronets, aux grandes dames des touristes et des habitants. Le risque est de se retrouver bientôt, comme pour la canicule de 2003, avec les personnes âgées invitées à se réfugier au frais dans les supermarchés. Bien que le changement climatique se fasse de plus en plus sentir, certains pays ont décidé de relancer leurs centrales à charbon. Vladimir Poutine ayant fermé le robinet du gaz, ils espèrent ainsi éviter des pénuries d'énergie. Le sujet est sensible et échauffe les esprits dans toute l'Europe, y compris en Autriche et en Grèce. L'été en Grèce, il fait chaud. Alors pour se rafraîchir, on utilise la clim, les ventilateurs, ou alors on va à la plage en voiture. Et pour tout ça, il faut de l'énergie. Mais les dépenses énergétiques en Grèce ont augmenté de plus de 60% en un an. Alors le pays, qui s'était engagé à fermer ses usines de charbon polluantes, a au contraire décidé de doubler sa production de lignite pour réduire sa dépendance au gaz russe. Le lignite, c'est ce charbon peu coûteux, mais de très mauvaise qualité et qui est extrêmement polluant. Les usines censées fermer en 2023 resteront donc ouvertes jusqu'en 2028. Ce choix ne fait pas l'unanimité. Il est notamment critiqué par les associations de défense de l'environnement qui auraient préféré que la Grèce mise encore davantage sur ses énergies renouvelables, le solaire et les éoliennes qui sont très compatibles avec la géographie de la Grèce. Alors adieu aux engagements européens pour réduire les gaz à effet de serre et pour agir contre le changement climatique. En Autriche aussi, la lutte contre le changement climatique semblait être sur pause. Derrière moi, on brûle des déchets pour produire de l'énergie. Beaucoup de Viennois pensaient que ce serait une alternative écologique. Mais le prix du chauffage en ville a quand même augmenté de 90%. Car cette centrale aussi a besoin de gaz pour fonctionner, et le gaz dépend du bon vouloir de Vladimir Poutine. Le gouvernement souhaite du coup rouvrir une centrale à charbon qui a été fermée il y a à peine 2 ans pour protéger le climat. Selon les spécialistes, cette mesure, copiée sur l'Allemagne, est surtout symbolique, car la centrale ne pourra livrer qu'une petite partie de l'énergie dont le pays a besoin. Il faut dire que de nombreux Autrichiens ne sont pas contents. Ils estiment que le gouvernement navigue à vue. En dépit des voyages du chancelier au Qatar et même à Moscou, le gouvernement n'a pas trouvé d'alternative au gaz russe, selon l'opposition. Contrairement à l'Allemagne, l'Autriche n'est pas parvenue à réduire sa dépendance depuis le début de la guerre, à tel point qu'ici, le gaz provient toujours à 80% de la Russie. C'est la fin de ce tour d'Europe. À bientôt, tchuss!